La chimie, c'est la science de la matière. Et la matière, ce sont les atomes. Vous voyez où je veux en venir? On va essayer de comprendre comment la connaissance de l'atome s'est mise en place au fil du temps et comment on a ainsi pu mieux décrire ce qui nous entoure. Cette vidéo comporte 3 parties. La première va nous aider à retracer l'histoire de l'atome. La seconde va nous permettre de décrire les différents modèles qui se sont succédés. Et enfin, dans la troisième partie, nous ferons un point beaucoup plus précis sur la façon dont les électrons sont organisés autour du noyau en décrivant les orbitales atomiques et la configuration électronique. Toutes les ressources que j'ai utilisées sont présentes dans la description de cette vidéo. Tout commence dans l'Antiquité, vers 400 avant Jésus-Christ. Il y a à ce moment-là 2 théories qui s'affrontent, 2 théories diamétralement opposées, ce sont celles d'Aristote et de Démocrite. Pour Démocrite, la matière est faite d'atomes. Ce sont de minuscules particules, absolument invisibles, qui, par leur agencement, permet de décrire la matière. Ils sont de tailles différentes, de formes différentes, d'où les différents types de matière. Et entre les atomes, on trouve du vide. À l'opposé, pour Aristote, la matière est composée de 4 éléments fondamentaux qui sont l'air, l'eau, le feu et la terre. Et à ces 4 fondamentaux, on ajoute des particularités qui sont secs, humides, chauds et froids. En associant différemment tous ces éléments, on peut décrire ce qui nous entoure, comme la pluie par exemple. C'est la version d'Aristote qui va traverser plus de 1000 ans d'histoire. C'est vers 1610, grâce à Galilée, que les sciences expérimentales prennent une nouvelle tournure, tout simplement parce que Galilée, de par ses observations, va émettre des théories qui vont à l'opposé de tous les dogmes et de toutes les croyances de l'époque. C'est en ça qu'il va être un petit peu le père des sciences expérimentales, tout simplement parce qu'il va avoir le courage de s'opposer aux dogmes en place et dire que ce qu'il observe prévaut sur toutes les croyances. Mais la démarche scientifique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique? Pourquoi a-t-elle autant d'importance pour comprendre comment on acquiert de nouvelles connaissances? Petite parenthèse. Nous allons voir les différentes étapes de la démarche expérimentale sur un exemple simple. L'exemple simple, c'est un exemple que l'on peut observer très couramment dans notre quotidien, pas forcément avec un prisme, mais l'apparition d'un arc-en-ciel, c'est un phénomène qui est assez courant. Quand on positionne un prisme sur un rayon de lumière, on peut mettre en évidence l'apparition d'un arc-en-ciel. C'est un phénomène observable du quotidien, mais on peut vraiment comprendre la démarche expérimentale à partir de cette situation, parce qu'elle est quand même un petit peu intrigante. Donc, pour mettre en place la démarche, première chose, on fait une observation. Tiens, j'ai un arc-en-ciel qui est visible. C'est un peu surprenant. On se pose la question. La problématique c'est, mais oui, mais d'où vient la couleur? Et là, on va émettre plusieurs hypothèses. Quand je regarde mon expérience, je dis tiens, peut-être que le support a créé la couleur. Ou alors, peut-être que c'est le prisme qui crée la couleur. Elle n'était pas là avant, elle est là après. C'est peut-être lui qui crée la couleur. Ou troisième hypothèse, non, la couleur existait déjà, le prisme ne sert que de révélateur, il met en évidence un phénomène qui est déjà présent. Pour savoir quelle hypothèse est juste, ou si on a trouvé une hypothèse qui permettait d'expliquer le phénomène, on va les tester. Chaque hypothèse va être testée par une série d'expériences. Par exemple, si on regarde l'hypothèse « c'est le support qui crée la couleur », on va donc changer de support, on va tester sur plein de supports différents, le plus possible. On va projeter sur du papier, sur du carton, sur du bois, sur un mur peint, sur du tissu. On va multiplier les expériences pour arriver à la conclusion que, en fait, quel que soit le support, l'arc-en-ciel est toujours présent. C'est donc pas le support qui crée la couleur. Cette hypothèse est fausse. On va passer à l'hypothèse suivante. Et on va tester toutes les hypothèses par des séries d'expériences pour arriver à une situation qui permet d'expliquer ce que l'on observe. Mais c'est ça, la démarche expérimentale. C'est multiplier les expérimentations pour pouvoir émettre une hypothèse qui soit cohérente avec ce qu'on observe et qui permette d'expliquer
de façon logique l'observation que l'on fait. Cette théorie est considérée juste jusqu'à ce qu'une autre vienne la remplacer, parce qu'elle va prouver plus de choses, elle va expliquer davantage de situations observables, sans forcément contredire ce qui a été vu souvent. Les théories se complètent, et c'est ainsi que petit à petit, la connaissance augmente. Si on en revient à l'hypothèse de Démocrite suivant laquelle la matière est faite d'atomes, la grande faille de sa théorie était qu'elle n'était pas basée sur des faits expérimentaux, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas prouver ce qu'il avançait. Aucune expérience pouvait prouver ou non la véracité de ses propos. Donc du coup, sans observation, sans expérience, c'est difficile de croire quelque chose qui ne repose finalement sur rien. Donc, pour en revenir à la matière, la notion d'élément est bien en place. C'est par exemple extraire des minéraux, des métaux, on fait même des alliages. Donc la notion d'élément est bien en place et facilement utilisée. D'ailleurs, les chimistes combinent les éléments entre eux pour faire des nouveaux composés. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la notion d'atome, elle n'est pas encore vraiment en place. Et on aura besoin, pour que les mentalités évoluent, d'avancées majeures au niveau des connaissances. Ces avancées seront faites principalement par Lavoisier et par Dalton. Lavoisier est un chimiste français. Il vit au moment de la Révolution. Il a, pour lui, l'avantage d'avoir une certaine richesse et donc de pouvoir créer des outils beaucoup plus précis que ce qui existait jusqu'alors. Il travaille sur la façon dont les oxydations se passent, notamment en utilisant le dioxygène. Et comme il a créé des balances beaucoup plus précises que ce qui existe, il va pouvoir mettre en place des expérimentations, chiffres à l'appui, que lors d'une oxydation, la matière ne disparaît pas, mais on a des recombinaisons. Et c'est de là que vient sa célèbre phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il faut attendre 1800 avec Dalton pour que l'on s'intéresse vraiment aux proportions. Dalton travaille sur les oxydes d'azote et il prouve que les oxydes d'azote ne se forment pas n'importe comment. C'est-à-dire, on peut former du NO, monoxyde d'azote, du NO2, du N2O, mais on n'aura pas du N1,5O ou du NO 0,80. Donc, on a des associations dans des proportions définies des éléments. Et comment expliquer que les proportions soient aussi précises? Bien là, la notion d'atome va refaire surface, puisque finalement, c'est beaucoup plus simple d'expliquer ces proportions en se disant on a un azote et un oxygène qui vont se combiner pour former la molécule de NO. Dalton n'est pas un grand expérimentateur, mais la communauté scientifique discute et d'autres chimistes vont confirmer ces dires en multipliant les expérimentations. On a donc un consensus qui se crée autour de cette notion d'atome, et Dalton propose même une façon de repérer les éléments. Par exemple, il va choisir un cercle blanc pour l'oxygène, un cercle noir pour le carbone, il va dessiner les premières molécules, et là, on vient de faire un pas de géant. Le premier modèle de l'atome est né, c'est une sphère. Ce n'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être un modèle très simple, mais la façon de concevoir la matière vient de faire un pas immense vers la compréhension. Et c'est à partir de là que vont s'enchaîner les différents modèles de l'atome pour nous permettre de comprendre de mieux en mieux ce qui nous entoure. Nous allons maintenant détailler justement ces différents modèles. Nous venons de le voir. En 1808, on a le premier modèle de l'atome. C'est un modèle simple, une sphère, mais qui a vraiment un rôle important dans la compréhension de la matière. Les choses vont avancer petit à petit. On a la révolution industrielle qui arrive, notamment en Europe. Et on a, grâce à cette révolution industrielle, une multitude de nouvelles expérimentations qui vont pouvoir se mettre en place. En 1897, Thomson travaille sur le tube cathodique. Donc le tube cathodique, c'est un grand tube en verre, hermétique, étanche, à l'intérieur duquel on fait le vide. À une extrémité, on applique une haute tension, sur par exemple des métaux, et à l'autre extrémité du tube, on a sur la surface du phosphore qui a été pulvérisé. Si jamais on a des particules qui viennent frapper la paroi, on va avoir une émission lumineuse.
Thomson crée ainsi ce qu'on appelle un faisceau cathodique, tout simplement parce qu'en mettant une haute tension sur ces lames métalliques, il va créer un faisceau de particules qui vont se propager à travers le tube jusqu'à l'autre extrémité qui sera donc visible. On va mettre au niveau de ce faisceau cathodique des plaques chargées positivement et négativement et se rendre compte que systématiquement le faisceau produit est dévié vers la plaque chargée positivement. C'est-à-dire que ce faisceau cathodique, quelle que soit la nature des métaux qui composent les électrodes, a toujours la même nature, il est toujours dévié vers la plaque chargée positivement, ça veut dire que le faisceau est lui chargé négativement, puisque les charges opposées s'attirent. Grâce à son expérimentation, qu'il va renouveler dans différentes conditions, avec différents types de métaux, Thomson va pouvoir mettre en évidence plusieurs éléments. Le premier élément est que l'atome qui compose les électrodes n'est pas indivisible, puisqu'on peut extraire une particule qui va se propager. Donc, ce noyau contient des particules que l'on peut extraire, des particules qui sont beaucoup plus petites que l'atome, donc l'atome n'est pas insécable. L'atome peut être cassé. La deuxième observation qu'il fait, c'est que ces particules sont toutes identiques, quel que soit le matériau utilisé. Ça veut dire que dans la structure de l'atome, on a des choses qui sont similaires, quels que soient les métaux. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Il va également prouver que, quels que soient les métaux, on a toujours les mêmes particules qui sont émises. Ces particules sont chargées négativement. Et comme on sait que la matière est neutre, ça veut dire que l'atome contient des charges électriques négatives qui peuvent être extraites. Et forcément, il y a quelque part les charges positives qui, elles, visiblement, pour l'instant, n'ont pas pu être extraites de l'atome, mais qui sont bien présentes. Donc il va mettre en place un nouveau modèle de l'atome, donc sous forme d'une sphère, qui contient des petites particules qui peuvent être extraites, donc ce sont des électrons. Les électrons sont chargés négativement, et la charge positive, que l'on n'a pas pu extraire, va être positionnée de façon diffuse dans l'entièreté de la sphère, de façon homogène, pour avoir une matière neutre. Donc ce modèle, où on a une sphère avec des petites particules, c'est ce qu'on appelle le modèle pudding, à l'image des gâteaux dans lesquels on avait des grains de raisin. En 1909, Rutherford et son équipe mettent en place l'expérience que l'on a appelée l'expérience de la feuille d'or. En quoi consiste-t-elle ? Rutherford va positionner une feuille d'or très fine, d'une épaisseur de 6000 angstroms, à l'intérieur d'une enceinte sous vide, et va la bombarder de faisceaux de particules qui sont des particules alpha, donc des noyaux d'hélium. Pour visualiser la façon dont le faisceau va se comporter, la feuille d'or est positionnée dans une enceinte. Sur les parois de l'enceinte, on a pulvérisé une poudre phosphorescente, donc du sulfure de zinc, et si jamais le faisceau rencontre la paroi, on va avoir des spots lumineux qui vont apparaître et on va ainsi pouvoir savoir précisément comment est dévié le faisceau. Si le modèle de Thomson est juste, normalement le faisceau de particules ne doit pas être dévié. On met l'expérience en place, une partie du faisceau ne va pas être déviée. Ça c'est cohérent avec le modèle de Thomson, mais une partie du faisceau va être déviée de façon plus ou moins aléatoire. On va avoir une projection des particules dans différents angles, et là c'est vraiment inattendu. Rutherford dira même, c'est presque aussi incroyable que si vous aviez tiré un obus de 375 kg sur une feuille de papier de soie et qu'il vous soit revenu dans la figure. C'est dire à quel point le résultat de son expérience était vraiment inattendu. Donc, ces résultats, tout à fait spectaculaires, conduisent Rutherford en 1909 à proposer un nouveau modèle de l'atome qui sera constitué d'un noyau solide, dense, autour duquel on va positionner des électrons, beaucoup plus petits. Grâce à la présence de ce noyau dense, on peut expliquer pourquoi des particules alpha vont pouvoir rebondir ou vont pouvoir être déviées. Son nouveau modèle, donc le modèle de l'atome de Rutherford, est dit lacunaire, puisque dans cet atome, on a au centre le noyau, on a les électrons, mais entre le noyau et les électrons, on a du vide. Donc on a une constitution de la matière qui est en partie faite de vide
et c'est pour ça qu'on va dire que c'est un modèle lacunaire. Autre petite parenthèse, la matière est composée de vide. Oui, mais à quel point? Parce que c'est tout de même assez difficile de se rendre compte du vide qu'il peut y avoir dans la matière, vu que nous, à notre niveau, on voit que de la matière homogène, pleine, que l'on peut toucher, que l'on peut prendre, etc. Imaginons que le noyau de l'atome soit une pointe de stylo bille, 0,5 mm de diamètre, tout petit. Cette pointe de stylo bille, on va la mettre au centre d'un terrain de foot. L'électron, lui, va être un grain de poussière, vraiment quelque chose de minuscule, puisque en moyenne, l'électron est 100 000 fois plus petit que le noyau. Donc, on a notre bille de stylo bille, notre sphère correspondant à la pointe du stylo bille, au centre du terrain de football, et notre poussière représentant un électron va se trouver sur la ligne de but. Entre, c'est du vide. Donc, quand on dit la matière est lacunaire et composée essentiellement de vide, c'est rien de le dire. Il y a vraiment beaucoup de vide. Et quand on repense à l'expérience de Rutherford, qui avait une feuille d'une épaisseur de 6000 angstroms, grosso modo, le diamètre d'un atome, c'est 1 angstrom. Donc on avait 6000 atomes positionnés les uns à la suite des autres, donc un mur en fait composé de 6000 atomes d'épaisseur. Et malgré ça, quasiment toutes les particules alpha sont passées sans trouver d'obstacle. Ça montre à quel point le noyau est petit dans cette sphère et que finalement la matière est vraiment composée essentiellement de vide. Donc revenons à notre atome. On a donc Rutherford qui décrit ce nouveau modèle de l'atome avec au centre le noyau regroupant les charges positives et tout autour les électrons. Pourquoi ce modèle n'est pas bon? Tout simplement parce que vers 1910, la physique classique prévoit qu'une charge accélérée va forcément rayonner, c'est-à-dire perdre de l'énergie. Et si cette charge perd de l'énergie, elle ne peut pas rester où elle est, donc elle va forcément s'effondrer sur le noyau. Donc la physique classique ne peut pas expliquer la stabilité de l'atome tel qu'il est décrit. Il faut donc faire évoluer ce modèle. Et c'est Niels Bohr qui va faire évoluer ce modèle en ajoutant 2 contraintes au modèle de Rutherford. Il va dire, d'une part, que l'électron, quand il est sur une orbitale, donc une sphère autour du noyau, il ne perd pas d'énergie, il est stable sur son orbitale. Et que s'il doit gagner de l'énergie, il ne le fait pas n'importe comment, il va faire par paquet, donc par quanta. On dit que l'énergie est quantifiée. Comment est-ce qu'on peut mettre en évidence ça? On met donc l'élément que l'on veut étudier dans une enceinte, on la soumet à une charge électrique par exemple, donc on va lui apporter énormément d'énergie. En lui apportant de l'énergie, les électrons vont passer dans un état dit excité, ils vont prendre une partie de cette énergie et monter en niveau. Ils passent dans un état instable, et l'atome, comme il veut redevenir stable, il va libérer cette énergie. C'est la libération de cette énergie qui va permettre de pouvoir mesurer des rayonnements spécifiques pour chaque type d'élément. Ces rayonnements, c'est ce qu'on appelle le spectre d'émission de l'atome, et du coup, chaque atome va avoir un spectre spécifique. Donc ce modèle est tout à fait compatible avec les quantas d'énergie lumineux d'Einstein. Donc à partir de 1913, c'est donc le modèle atomique de Niels Bohr qui va être utilisé, donc avec un noyau au centre, des orbitales pour les électrons à différents niveaux d'énergie qui diffèrent suivant le type d'atome. À ce moment-là, on a vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre, puisqu'on va entrer dans l'ère de la mécanique quantique, donc dans l'ère de la compréhension de l'infiniment petit. Vers 1920-1930, donc après la Première Guerre mondiale, on a vraiment un très grand foisonnement intellectuel, avec énormément de très grands scientifiques qui travaillent sur la matière, les propriétés de la matière, comment est-ce qu'on peut mettre en évidence et expliquer de nouveaux phénomènes. Pour preuve, cette photo du congrès de Solvay en 1927 regroupe un nombre considérable de très grands savants. Sur les 29 participants, 17 seront nobelisés, soit avant, soit après, soit en physique, soit en chimie. C'est vous dire
l'émulation intellectuelle de cette époque. Parmi les grands scientifiques, on retrouve Niels Bohr, on retrouve Pauli, on retrouve Planck, bien sûr Marie Curie, on a également Rutherford, on a également Schrödinger. Donc vraiment, c'est une très grande émulation intellectuelle qui est en place à ce moment-là. Il y a beaucoup de discussions autour de théories, on est pour, on est contre. On a l'expérimentation qui prouve un certain nombre de choses et vraiment, on a une avancée au niveau des connaissances en général qui est tout à fait spectaculaire. J'ai pas parlé d'Einstein. J'ai oublié Albert Einstein. Un détail. Parmi les grands scientifiques, on voit Schrödinger. Et c'est le modèle de l'atome de Schrödinger qui est encore utilisé actuellement. En se basant sur les idées de De Broglie, comme quoi les particules se comportent comme des ondes, Schrödinger met en place un nouveau modèle dans lequel il considère que les électrons ne sont plus des particules, mais sont des ondes stationnaires de matière. La différence, c'est que cette fois-ci, les électrons ne sont plus des petites particules. Ils sont présents sous forme de nuages électroniques. En fait, on décrit un lieu géométrique de probabilité de présence. C'est-à-dire que l'orbital sera peut-être sphérique, ou pas, que dans les modèles précédents, on ne peut pas expliquer la forme des molécules. Pourquoi est-ce que certaines liaisons sont orientées d'une façon spécifique? Pourquoi est-ce qu'on a tout le temps le même type d'orientation sur certains matériaux, sur certains éléments? Les modèles précédents ne peuvent pas l'expliquer. Schrödinger, en introduisant cette probabilité de présence, non seulement présente des lieux géométriques dans lesquels les électrons se situent et qui ne sont pas forcément sphériques autour du noyau, et il peut ainsi expliquer pourquoi certaines molécules adoptent préférentiellement telle ou telle forme. Dans ce modèle quantique de l'atome, la position des électrons est définie mathématiquement par une équation, donc il s'agit de l'équation de Schrödinger, qui permet de définir précisément la probabilité de l'espace la plus importante où pourra se trouver l'électron. Ce sont les électrons qui sont à l'origine des interactions entre les différents atomes. Ce sont eux qui créent les liaisons pour faire les molécules. Donc la façon dont ils sont organisés autour du noyau est vraiment importante pour nous permettre de comprendre ce qui se passe au niveau chimique. Donc dans cette dernière partie de vidéo, nous allons cibler plus précisément ce que sont les orbitales atomiques, comment est-ce qu'on les décrit, et comment on met en place la configuration électronique pour n'importe quel atome. Pour comprendre ce qui se passe, on a besoin de pouvoir repérer précisément chacun des électrons. La combinaison unique de 4 nombres quantiques nous permet d'identifier très précisément chacun des électrons d'un atome. Ces nombres quantiques sont 4, on trouve le nombre quantique principal, N, vient ensuite le nombre quantique secondaire, L, on a ensuite ML et MS, et on verra précisément à quoi correspond chacun de ces nombres quantiques. Pour faire simple, dans un premier temps, N correspond à la taille de l'orbital, L à sa forme, M à son orientation dans l'espace et donc à son nombre aussi, donc au nombre d'orbitales, et enfin MS, c'est le moment de spin. N, c'est le nombre quantique principal, il ne peut prendre que certaines valeurs, il est compris entre 1 et 7 par valeur entière, 1 correspondant à une orbitale très proche du noyau, et 7, c'est le nombre d'orbitales lorsque il y a suffisamment d'électrons pour remplir toutes les couches, pour aller jusqu'à 7. L nous donne l'information sur la forme de l'orbital. L ne peut pas non plus prendre n'importe quelle valeur, il est compris entre 0 et n-1. Du coup, pour n égale 1, on a une seule valeur de L égale 0. On est sur une orbitale de type S, et c'est une orbitale sphérique. Elle peut contenir au maximum 2 électrons, donc comme toutes les orbitales de type S. Si jamais on a un nombre supérieur de n, on prend par exemple L égale 1, on est alors sur une orbitale de type P. C'est un peu une orbitale en forme d'altère. Sur le nombre quantique secondaire L, on a 3 orbitales de type P, qui dans ce cas-là ont la même forme. Ce niveau peut être occupé par 6 électrons, en fait qui sont positionnés par paire, puisque les orbitales de type P, vous voyez, sont un peu en forme de goutte allongée, un peu d'altère. Pour les nombres quantiques secondaires suivants, donc L égale 2 et L égale 3, là on rentre dans des situations un peu plus complexes. Pour l'orbital D, on a 5 orbitales différentes qui peuvent contenir jusqu'à 10 électrons, et pour F, on a 7 orbitales différentes
qui peuvent contenir jusqu'à 14 électrons. Dans tous les cas, les électrons remplissent les couches par niveau d'énergie croissante et se positionnent toujours par paire dans les niveaux qui se remplissent. Pour vous illustrer un petit peu la complexité des orbitales atomiques, notamment D et F, voici un exemple. ML nous donne l'orientation dans l'espace et également le nombre d'orbitales. ML ne prend pas n'importe quelle valeur, ce sont des valeurs comprises entre -L et plus L. Par exemple, dans une situation simple, quand L est égal à 0, on sait qu'on est sur une orbitale de type S, ML ne prend qu'une seule valeur, ce qui est logique, puisqu'on a une sphère qui n'a donc aucune orientation dans l'espace, qui est complètement symétrique, donc c'est assez logique qu'on ait qu'une seule orientation possible pour ce nombre quantique secondaire. Si jamais on a L égale 1, on a donc 3 valeurs possibles pour M, qui peut prendre des valeurs -1, 0 et 1, on est sur des orbitales de type P, et on a donc bien 3 orbitales qui ont 3 orientations différentes dans l'espace, X, Y et Z, et donc là on est bien sur 3 orbitales de même forme, qui peuvent chacune contenir 2 électrons au maximum, mais qui sont orientées différemment dans l'espace. Vous avez vu avec les orbitales de type D et F, c'était beaucoup plus complexe. Enfin, le dernier nombre quantique, le moment de spin, lui ne peut prendre que 2 valeurs, +1,5 et -1,5. Souvent, on représente l'électron par une flèche, vers le haut ou vers le bas, qui correspondent à ces 2 seules valeurs pour le moment de spin. Nous venons de voir la façon dont les électrons s'organisent dans l'espace autour du noyau. Il y a des orbitales atomiques sphériques, il y a des orbitales atomiques qui ont des formes plus ou moins complexes. Donc savoir où se trouve l'électron dans l'espace, c'est important. On a aussi besoin de pouvoir le décrire simplement, savoir comment les niveaux d'énergie sont complétés, et pour ça on utilise la configuration électronique. On va regarder, nous, simplement les niveaux d'énergie, en partant du niveau le plus bas pour n égale 1, en allant jusqu'au niveau le plus élevé. On n'ira pas jusqu'à 7, puisque vous allez voir qu'on a une logique qui permet de comprendre comment les niveaux d'énergie se remplissent. Et on va voir également comment est-ce que la configuration électronique se met en place à l'aide de ces nombres quantiques. Nous avons vu que pour les numéros n égale 1, donc les niveaux d'énergie les plus bas, n égale 1 et n égale 2, on a des orbitales différentes. On a déjà le niveau S qui est présent dans tous les niveaux d'énergie. Donc on va avoir forcément 1s, 2s, 3s, 4s, etc. Et donc ces orbitales sphériques sont toujours le niveau d'énergie le plus bas pour chaque nombre quantique principal. Ensuite, quand on a plus d'électrons dans les niveaux d'énergie, on commence à remplir les orbitales de type P pour le n égale 2, et pour représenter les électrons qui occupent ces orbitales, on va écrire simplement 1s1, 1s2 pour l'orbital 1s, sachant qu'on ne remplit le niveau 2s que quand le niveau 1s est complété, les niveaux d'énergie sont complétés par ordre croissant, et on ne commence à remplir un niveau d'énergie supérieur que quand le précédent est plein. Les niveaux S sont complétés à 2 électrons, les niveaux P sont complétés à 6 électrons, donc on aura 2P1, 2P2 jusqu'à 2P6. Une fois que le niveau 2P est complété, on va pouvoir commencer à compléter le niveau 3, et ainsi de suite. Déjà, quand on a ces informations-là, on peut déjà regarder ce qui se passe pour les atomes, comment est-ce qu'on utilise cette configuration électronique. Pour le carbone, il doit placer 6 électrons, on va compléter la couche 1s, puis la couche 2s, et sur la couche de P, il ne nous restera que 2 électrons à placer, donc on aura du 2p2 à la fin de la configuration. Pour l'argon, qui doit placer 18 électrons, on va aller jusqu'au niveau 3p6 qu'on va compléter. Donc tous les gaz rares terminent toujours par un niveau d'énergie plein, c'est pour ça qu'ils n'interagissent pas. Pour simplifier les écritures, souvent on va mettre entre crochets gaz rare, gaz précédent, puisqu'on sait que le néon a pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6. Donc on garde cette écriture-là en mettant néon puis 3s2, 3p6. L'écriture de la configuration électronique est quand même simplifiée et on peut faire ça pour tous les atomes. Regardons comment les niveaux d'énergie sont disposés pour comprendre comment les électrons peuvent se mettre en place dans l'atome. On a déjà le niveau n égale 1 qui n'a qu'une seule orbitale, qu'un seul niveau d'énergie, donc là il n'y a pas de souci, les atomes vont compléter ce niveau. Ensuite le niveau n égale 2, on a 2 niveaux d'énergie qui correspondent à une orbitale sphérique et une orbitale de type P, et on va continuer ainsi de suite avec le niveau 3. Donc dans le niveau 3, on a l'apparition des orbitales de type D, donc les 5 orbitales de type D, donc qui peuvent contenir jusqu'à 10 électrons. Une fois que toutes ces orbitales sont complétées,
on commence à compléter l'orbital de nombre quantique principal, 4. Sauf que le niveau d'énergie le plus bas du niveau 4, du niveau 4S, se trouve plus bas que le niveau 3D. On a donc une inversion au niveau du remplissage des couches électroniques, et donc là il faudra se méfier, puisque la couche 4S va commencer à se remplir avant la couche 3D. Du coup, on a une inversion dans les configurations pour les atomes qui sont concernés, par exemple pour le gallium, qui doit positionner 31 électrons, on voit que le niveau 4S se remplit avant le niveau 3D. Donc juste soyez attentifs si jamais vous devez faire la configuration électronique des atomes un petit peu gros, puisque dans ce cas-là, on a des inversions au niveau de la couche 4S. Pour vous faciliter un petit peu le repérage et savoir quels sont les niveaux d'énergie qui se complètent les uns à la suite des autres, on a la règle de Kleshkovsky, où on positionne simplement par ligne les niveaux d'énergie, donc 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, etc. Et on va faire des flèches diagonales qui nous permettent de visualiser quelles sont les couches qui se remplissent au fur et à mesure. Et donc ça nous permet de repérer les niveaux d'énergie les plus bas et qui se complètent donc en premier. Nous sommes sur la configuration électronique d'un atome simple, on va prendre le carbone. J'ai 3 niveaux d'énergie, le niveau 1S, le niveau 2S, le niveau 2P, sauf que pour compléter les niveaux d'énergie, j'ai besoin de pouvoir repérer les 3 orbitales P, puisqu'on a dit qu'on avait PX, PY, PZ. Donc on a nos 3 orbitales qui sont sur un même niveau d'énergie. On va pouvoir compléter nos niveaux d'énergie dans l'ordre croissant. D'abord le niveau 1S avec ses 2 électrons, niveau 2S avec ses 2 électrons, et le niveau 2P qui contient 3 orbitales. Cette fois-ci, les électrons vont se positionner sur chaque orbitale, donc selon le principe d'exclusion de Pauli, d'abord avec le même spin, et ensuite on complète en mettant les spins opposés. Quand on regarde comment les électrons sont disposés, oui, on voit bien que le niveau 2P il n'est pas complet, oui, mais comment expliquer qu'on peut faire 4 liaisons identiques? Là, on n'a pas l'information, puisque dans la configuration de base, on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on peut faire 4 liaisons identiques. Donc vous l'avez compris, si les orbitales atomiques nous permettent de bien comprendre la façon dont les électrons sont organisés autour du noyau, c'est lorsque l'atome est dans son état stable. Lorsque celui-ci se met à faire des liaisons, donc par exemple dans les molécules organiques les liaisons carbone-carbone, finalement, cette façon d'organiser les électrons autour du noyau ne nous permet pas de comprendre comment l'atome de carbone fait 4 liaisons strictement identiques. On ne peut d'ailleurs pas non plus expliquer, par exemple, l'aromaticité de certaines molécules. Pour ça, on doit passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les orbitales moléculaires. Et là, c'est tout un nouveau champ de la compréhension qui s'ouvre. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur les orbitales moléculaires. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore encore et qui restent à découvrir sur l'atome, et notamment le noyau. D'ailleurs, le CERN, donc un grand centre de recherche, est spécifiquement dédié, en tout cas en très grande partie, à la compréhension du noyau atomique et de toutes les particules qui le constituent. Un exemple, en 2013, le CERN a mis en évidence le boson de Higgs. Le boson de Higgs avait été décrit dès 1964 par M. Higgs. Et il a fallu que les technologies avancent suffisamment pour que l'expérimentation soit possible et qu'on puisse enfin prouver l'existence de ce fameux boson. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, les technologies avancent, la connaissance avance avec, et c'est ainsi que nous comprenons de mieux en mieux ce qui nous entoure. C'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, s'il y a d'autres sujets de chimie que vous souhaiteriez que je partage avec vous. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt sur Chimie Chic.